Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Arceis, le jeu d'Antoine Baoza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, édité chez Ankama en 2022. Vous savez que l'aventure constitue l'essence même d'Elric Studio Jeux de plateau, c'est pourquoi Arceis, que j'ai longtemps laissé de côté pour diverses raisons, constitue une proposition qui me semble tout à fait intéressante et qui, nous le verrons, fera l'objet d'une nouvelle série de vidéos à travers laquelle j'aimerais vous proposer et partager avec vous les différentes étapes de la campagne proposée dans le jeu de base, mais également celles qui sont contenues dans les différentes extensions que vous voyez sur les côtés de la boîte. La vidéo d'aujourd'hui concernera l'épisode 0.0, c'est-à-dire ce qui constitue normalement le tutoriel du jeu, intitulé Premier pas vers la gloire. Eh bien, nous nous émanciperons du tutoriel, nous allons vivre l'épisode 0.0 comme un premier pas dans l'aventure, effectivement, mais de manière totalement libre, sans suivre le pas à pas qui est proposé dans le livret de règles, mais bien en effectuant nos propres choix et en assumant nos propres orientations. Ce que je vais faire là, dans un second temps, c'est que je vais mettre en place la partie hors caméra, parce qu'il y a eu suffisamment de vidéos pour ne pas consacrer de temps à cette étape. Et puis nous pourrons directement nous lancer dans la partie, sachant que j'ai pris soin cette fois de bien relire les règles pour limiter au maximum les erreurs et vous proposer quelque chose qui soit quand même qualitatif. En tout cas, ça va être un objectif aussi pour moi à travers cette vidéo. Voici le terrain de notre épisode installé. Donc c'est un donjon assez petit, assez court, constitué de 1, 2, 3, 4 salles plus un extérieur. Pour accéder aux salles, on passera par ces portes qu'il faudra ouvrir en extirpant ces jetons grâce à une action, on verra laquelle. Il est à noter que je vais jouer à 2 personnages, donc en début de partie, nous avons en réserve 15 jetons destinés. Donc on verra que les jetons destinés ont une importance capitale dans ce jeu. Et on en découvrira les effets au fur et à mesure, bien sûr, de l'aventure. À côté de ça, j'ai aussi sorti de la boîte épisode 0 toutes les cartes consacrées à cette mission. Toutes ces cartes renvoient, grâce à leurs icônes, à des pions disséminés sur le plateau de jeu, que nous pourrons exploiter aussi, là encore, grâce à différentes actions. Je vais reparler des 2 personnages que je vais utiliser après avoir lu l'introduction pour histoire de nous mettre dans l'ambiance. 15e arrondissement de Paris, janvier 1936. Le coursier se tient sur le pas de la porte, un paquet enveloppé de papier craft entre les mains. Sous sa casquette anglaise, une bouille juvénile, criblée de taches de rousseur, empourprée par le froid, se fend d'un large sourire qui dévoile ses dents du bonheur. Aussi jeune soit-il, il vous dépasse pourtant d'une bonne tête, l'insolent. Vous le remerciez en décochant d'un coup de pouce une pièce d'1 franc. Il l'attrape au vol avant de repartir dans la fraîcheur hivernale sur sa bicyclette, semant de fugaces nuages de vapeur derrière lui. Un courant d'air vous glace la nuque. Vous fermez la porte et retournez au salon, près du feu, pour déballer votre colis. L'emballage a souffert du transport et pour cause, les tampons indiquent qu'il provient d'Égypte. Quand vous tirez sur la ficelle usée, nouée autour du paquet, du sable s'en échappe. Vous découvrez alors un vieux carnet épais. Vous manquez de le lâcher quand vous remarquez sur la couverture en cuir élimé des traces de doigts ensanglantés. Une lettre l'accompagne, signée d'un nom qui vous transporte aussitôt des années en arrière. D'un soupir empreint de nostalgie, vous vous lancez dans la lecture de la missive, puis du carnet, sans savoir que vous y passerez la nuit. Cher Robert, j'espère que ce courrier te trouve en bonne santé. 3 ans déjà ont passé depuis ta dernière venue au Caire. Ici, la vie suit son cours, monotone. Nos aventures, bien que dangereuses parfois, me manquent cruellement. Mais je ne t'écris pas pour ressasser ces jours bénis. Le carnet que je te joins m'a été remis par un de mes contacts dans le sud du pays. Je l'ai étudié, pas avec ton expertise, mais assez pour savoir que ce n'est pas un faux.
Bien qu'incapable de le déchiffrer, je suis resté stupéfait face aux quelques bribes qu'il m'a révélées. Je te laisse te faire ta propre opinion. Envoie-moi un télégramme dès que c'est fait, s'il te plaît. Je trépigne d'excitation et ne trouve plus le sommeil. Ton ami, Riyad. Aérodrome de Marseille, février 1936. Sur le tarmac, le Phileas frémit sous la brise. Son ballon est gonflé et l'équipage termine le chargement des caisses et des malles. Vos équipiers ont déjà rejoint leur cabine à bord de la nacelle. Riyad est prévenu et vous attend au Caire. Vous savez que votre fièvre d'aventure l'a certainement contaminé. Vous embarquez le dernier en observant les alentours. Cette expédition vous a coûté jusqu'à votre dernier sou. Si elle se solde par un fiasco, elle vous coûtera également votre réputation. Vous avez usé vos yeux sur le mystérieux carnet, mais vous êtes persuadé qu'il vous mènera vers une extraordinaire découverte. Avec détermination et le corps gonflé d'espérance, vous accoudez au bastingage pour ne rien rater du décollage. Peu de temps après, la sirène du Phileas retentit et les amarres sont larguées. Épisode 0, tutoriel, premier pas vers la gloire. Ça y est, vous voilà reparti pour de nouvelles aventures à bord du dirigeable flambant neuf, le Phileas. Cela fait des semaines que vous attendiez ce moment. Et dire que tout a commencé avec ce paquet sur le pas de la porte. Vous avez l'impression que cela fait des mois. L'intuition de Riyad ne l'a pas trompé. L'existence de ce carnet, le fait qu'il parvienne à travers les terres, les mers et les âges jusqu'à votre palier, relève du miracle. Comme si le passé, refusant d'être enterré à tout jamais, avait décidé de lancer un ultime appel. Lorsque vous avez parlé de ce périple à vos partenaires, ils vous ont cru fou. Impossible de monter une telle expédition en si peu de temps, disaient-ils tous. Mais à l'instar de Riyad, dès l'instant où vous avez ouvert ce carnet, vous ne teniez plus en place. Quelque chose avait changé. Vous avez passé vos nuits et vos jours à préparer minutieusement le voyage de votre vie, celui qui prouvera que l'histoire ne nous a pas tout dit. Après une étape obligatoire au Caire, pour remplir les dernières formalités administratives, vous voilà au milieu du désert, en train de superviser l'installation du campement. Vous prenez un moment pour considérer votre équipe. Éléonore Mansart, éminente professeure, énergique et cultivée. Rebecca Clark, exploratrice hors pair. France Gaspard, bricoleur de l'extrême et dont la carrure impressionnante a de quoi rassurer dans ce genre d'expédition. Et bien sûr ce cher Riyad, votre ami fidèle, Medjay, pour qui le désert n'a presque plus de secret. Soudain, Rebecca vous sort de vos pensées. Les ouvriers chargés des fouilles au travail depuis quelques jours déjà viennent de découvrir l'entrée d'une bâtisse ensevelie à l'endroit que vous leur aviez indiqué. Voilà, ça y est, nous sommes au seuil de cette première aventure. Alors, je vous passe les détails des règles. Quoi qu'il en soit, chaque scénario est accompagné du journal d'expédition dans lequel nous trouvons le plan d'installation et puis des règles spécifiques quand il y a lieu. Que vous dire d'autre? Nous allons jouer au tour par tour, c'est-à-dire que chaque aventurier va effectuer son tour de jeu, puis ce sera l'aventurier suivant. Le tour est le même durant toute la partie, c'est-à-dire que si nous commençons par Robert Pierce, qui va être notre premier personnage, eh bien nous serons obligés à chaque fois, à chaque manche, de recommencer par ce personnage, si on peut dire. Mais là c'est du tour par tour, donc théoriquement ça s'enchaîne sans jamais s'arrêter. Donc voilà, là j'ai posé les figurines des autres aventuriers. Il est à noter d'ailleurs qu'il est possible entre deux épisodes de changer d'aventurier pour réadapter, pour étendre ou restreindre l'équipe qui va nous servir à parcourir la mission à venir. Donc j'ai choisi pour cette première aventure, et en toute logique, le chef de l'expédition qui est Robert Pierce. Robert Pierce est un aventurier expérimenté, très expérimenté, qui avance en âge désormais, et dont la capacité est de débuter chaque aventure avec 2 pièces qui sont là. Ces pièces permettent, avant chacun de ces lancers de dés, d'être défaussées pour placer un dé sur la face de son choix. C'est-à-dire que avant même de lancer un dé, on ne sait pas si le lancer de dé sera fructueux ou non,
eh bien Robert Pierce peut forcer le destin, dépenser une pièce et positionner le dé sur la face qui l'arrange le plus. Donc ça, on peut le faire à hauteur des pièces détenues en main. À la fin de l'épisode, les explorateurs gagnent des pièces non utilisées. C'est-à-dire que Robert Pierce peut cumuler les pièces. Ici, vous avez le nombre d'égratignures. On verra comment fonctionnent les égratignures et les blessures. Autour, vous avez les 4 actions possibles du jeu. Donc là, en vert, l'action de fouille. Ici, l'action de soutien. Là, le déplacement. Et là, le combat. Le résumé d'un tour de jeu, point sur lequel nous reviendrons. En ce qui concerne Robert Pierce, en début d'aventure, celui-ci dispose de son chapeau d'aventurier, couvre-chef qui l'accompagne dans toutes ses missions. Alors, je vous avoue que cette carte m'a toujours un peu posé question parce qu'elle était sur le dessus de la boîte lorsque je l'ai achetée, sans autre explication. Et celle-ci constitue un espèce de bonus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rattachée à une aventure ou à un épisode spécifique. J'ai l'impression que c'était un stretch goal en fait qui a été rajouté dans la boîte de manière un petit peu à l'arrache quoi, au dernier moment. Et je n'ai trouvé aucune explication dans le livret de règles ou même dans le journal d'expédition, en tout cas pour l'instant. Donc je vais m'en servir simplement. Donc en venant accoler le chapeau d'aventurier à la fiche de Robert Pierce puisque c'est son chapeau. Donc c'est un objet équipement. Celui-ci permet de manière indéfinie, si vous cochez exactement une case du journal à la suite d'un lancer de dés d'investigation, cochez une autre case avec le même symbole. Donc ça permet, parce que Robert Pierce jouit d'une acuité particulière liée à son expérience, de percer des mystères plus rapidement et plus efficacement, même quand les jets de dés ne sont pas optimales. Par ailleurs, chaque personnage dispose de 2 jetons d'action, qui nous permettra de suivre les actions faites au tour par tour. Le deuxième personnage, comme on l'a vu, eh bien, c'est l'auteur de la missive qu'a reçue Robert Pierce, c'est Riyad Ajib. Donc Riyad Ajib est un guide du désert qui est l'ami de Robert. Sa capacité consiste à la fin de votre tour de retirer une égratignure, donc un pion de blessure si vous préférez, à un autre explorateur situé sur votre case. Donc c'est une capacité de soutien. Là encore, on retrouve toutes les actions et on lui donne aussi 2 jetons d'action. Chaque aventurier a également son sac à dos, constitué par ces boîtes-là. Donc ce sont des sacs à dos propres à chaque personnage. Et puis on a une malle ici, une malle de campement. On verra à quoi elle sert au cours de la partie, mais on va la laisser devant nous. Voilà. Et bien cette fois, nous sommes prêts. En début de partie, il nous est demandé de positionner nos aventuriers sur la première case du parcours qui sera le nôtre. Et c'est comme ça que nous allons démarrer. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier tour de jeu et voir un petit peu comment fonctionne Arkeis, là en ce début de campagne, pour se remémorer les règles ou les découvrir pour ceux qui ne seraient pas familiers du jeu. Allez, on démarre. Donc effectivement, on joue au tour par tour, ce qui signifie aussi que on ne peut pas choisir qui démarre en fonction de la situation. Les tours vont s'enchaîner indifféremment du contexte, ce qui veut dire aussi qu'il faut réfléchir à ce qu'on va faire à chaque fois. À chaque action, à chaque pas, à chaque déplacement, tout a une importance. C'est d'ailleurs le cas dans tous les jeux d'Antoine Bauza. Si on prend Ghost Stories, tous les déplacements sont importants, toutes les actions sont importantes. Si on prend Oltré, c'est pareil. Tout a une valeur. Donc il faut vraiment beaucoup réfléchir. En ce qui nous concerne là, eh bien, nous allons démarrer par Robert Pierce, qui est le chef d'expédition, l'initiateur. Et même s'il est avec Riyad, et que Riyad est aussi impatient que lui, ce dernier lui laisse l'initiative parce qu'il connaît son ami et il sait que c'est important pour lui d'être le premier à franchir le seuil de ce bâtiment nouvellement mis à jour. Comment se déroule un tour de jeu? Eh bien, il y a 4 étapes. D'abord, résoudre les effets, vos effets de début de tour. Nous, on n'a pas d'effet pour l'instant. On verra à ce moment-là
ce qu'il faut faire quand la situation se présentera. Ensuite, résoudre les effets du début de tour des adversaires avec qui vous êtes aux prises. Donc il y a bien deux aspects, deux dimensions dans cette phrase. D'abord les adversaires, et l'autre c'est avec qui vous êtes aux prises. Parce qu'il peut y avoir des ennemis sur la map, mais avec lesquels on n'est pas aux prises, et on verra exactement quelles sont les conditions qui nous mettent aux prises avec ces rencontres, si vous voulez. C'est l'un des points sur lesquels je me suis trompé assez nettement dans la première vidéo que j'avais mise en ligne il y a ça maintenant quelques années. Troisième étape, réorganiser votre équipement. Alors ça peut être important parce que vous voyez qu'on a un nombre de slots limité d'objets. On peut détenir 4 objets sur nous et tous les autres sont stockés dans notre sac à dos. Donc à chaque tour, on peut revoir un petit peu la manière dont s'organisent tous ces objets pour nous faciliter la tâche. Ensuite, quatrième étape, effectuer jusqu'à 2 actions. Donc on peut en effectuer 0, 1 ou 2. Quand on effectue une action, eh bien, on prend ce jeton, je le mets sur le plateau, ce qui nous permet de suivre le déroulement du tour. Donc là, on va effectuer une première action. Les actions, donc c'est fouille, déplacement, combat et soutien. Là, je vais effectuer une première action de fouille. Alors, c'est une action à multiples dimensions. Là, elle nous permet d'interagir avec un jeton qui apparaît sur le terrain. Là, en l'occurrence, Robert Pierce est attiré par des fragments d'étoffe qui affleurent comme ça du sable. Et donc, on va regarder de quoi il s'agit. Alors, évidemment, là, le jeton est beaucoup plus évocateur que ça, hein, et beaucoup plus effrayant aussi. Alors, nous, on va effectuer une première action de fouille sur ce jeton. Donc, dans ce cas-là, on pioche la carte correspondante. Et on la révèle. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas précisé parce que ça fait déjà un moment qu'Arceus est sorti, mais chaque épisode va être teinté de nombreux spoils. Hein. Chaque fois que je vais tourner une carte, c'est un mystère de moins lorsqu'on veut jouer à ce jeu. Donc attention, soyez prévenus, je mettrai un petit drapeau de spoiler sur le titre de la vidéo pour l'indiquer, mais après je ne vais pas le répéter à chaque fois, quoi. Voilà. Donc attention à cette dimension-là, elle est importante si vous souhaitez acquérir nouvellement Arceus pour ne pas vous gâcher le plaisir. Une fois cet avertissement terminé, nous nous lançons maintenant à proprement parler dans cette fouille. C'est un événement, tandis que le couchant se part des couleurs rouge sang, vous et votre équipe arrivez extatiques sur les lieux des fouilles. Votre sourire s'efface quand vous reconnaissez une main crispée en décomposition qui semble éclore du désert. Votre équipe vous aide à en exhumer un cadavre du sable brûlant. Un pilleur de tombe. Son visage porte les stigmates de la terreur et de l'agonie. Dans son sac, vous trouvez la tête d'une antique statue. Mais pourquoi s'encombrer d'un tel objet? Prenez les cartes. Alors, 2 cartes, donc avec ces symboles. Et sinon, avant de les retourner, pour les lire, revenez au tutoriel. Nous, on ne va pas le faire. Hein, ça, on va se débrouiller par nous-mêmes. Donc on va prendre ces 2 cartes-là. Elles sont là-bas. Voilà, j'ai positionné la caméra de manière un petit peu plus rasante pour améliorer l'immersion dans le décor notamment, sachant que ce jeu est très vidéogénique, donc autant en profiter. Voilà les 2 cartes en question. Ouais, c'est bien ça. Et donc, eh bien, je pense qu'il faut choisir laquelle on révèle. On va commencer par la main. On verra bien ce que c'est. Ah bah justement, c'est la tête brisée. Donc on voit que c'est un objet que l'on peut positionner sur la zone de soutien ici. Et cet objet est un équipement. Aussi repoussant soit-il, votre intuition vous intime de garder cet objet avec vous. Revenez au tutoriel. Ouais, bon, là on est vraiment dans le début de la partie. Il n'y a pas d'effet particulier, mais on l'a en main en tout cas. Ce qui pourra servir. Ensuite on a la deuxième carte et on va voir de quoi il s'agit. Off. Profanateur, alors c'est une carte noire, donc c'est un peu... Alors c'est déjà, quand on a ce symbole, c'est une carte qui n'est pas défaussée à l'issue de la lecture, mais qui va avoir un effet permanent jusqu'au moment où on sera invité à la défausser par une autre carte. Là c'est une espèce de malédiction, nous sommes profanateurs. Ce mot accusateur résonne à vos oreilles. Un grand malaise vous étreint soudain, une sueur glacée coule le long de votre échine. Vos équipiers vous attrapent avant que vous ne perdiez connaissance.
Lorsque vous revenez à vous, vous avez la conviction que votre seul salut est de réunir la tête et le corps de la statue. Bon, on voit qu'on est dans le tuto. Gardez cette carte devant vous. Au début de votre tour, placez un jeton destin sur cette carte. Si un explorateur, vous ou un autre, doit prendre un jeton destin alors que le stock est vide, donc ce stock-là, prenez la carte avec la tête de serpent. Revenez au tutoriel. Donc là, c'est au début de notre tour est déjà initié, donc cette carte-là vient se positionner dans l'encoche supérieure du plateau. Donc la malédiction de profanateur nous coiffe de son aura maléfique. Mais là, on a déjà initié notre tour, donc on n'applique pas l'effet. Il s'appliquera au tour suivant. Ok? Et uniquement au tour de Robert, par ailleurs. Voilà. Ça, c'est fait. Donc cette carte-là est réalisée, donc on la défausse. Quand il n'est pas précisé de conserver cette carte d'une façon ou d'une autre, on défausse les cartes découvertes. Voilà, donc le jeton de fouille, puisqu'il a été également utilisé, est retiré du plateau. Je vais les mettre de côté. Voilà, à côté des cartes défaussées. Bien, c'était la première action de Robert. Deuxième action, il va ouvrir la porte. Alors l'ouverture des portes est une action de type fouille aussi. On peut effectuer deux actions identiques, sauf si un événement ou une contrainte particulière nous en empêche, mais sinon on peut le faire tout à fait. On peut effectuer 2 tours de fouille, 2 tours de déplacement, 2 tours de soutien ou 2 tours de combat, comme on le souhaite, il n'y a pas de problème. Fouiller pour ouvrir une porte, ça consiste à retirer le jeton et à révéler la carte correspondant à l'icône de ce jeton. Donc là, la porte est ouverte, elles ne sont jamais bloquées, sauf quand c'est précisé. Et donc on prend la carte équivalente. Voilà, en matière de règles, c'est toujours le même principe. Porte. À quelques pas de votre macabre découverte se trouve en contrebas l'entrée de la bâtisse ensevelie dont vous parlait Rebecca. Le pilleur de tombe a pris soin de la refermer. Était-ce pour empêcher d'y entrer ou d'en sortir? Comme un venin, la peur s'insinue, mais la soif de vérité et l'appel de l'aventure sont plus grands. Vous jetez un regard à vos équipiers avant d'ouvrir l'épaisse porte, car vous pressentez que rien ne sera plus jamais comme avant, une fois que vous l'aurez franchi. Ok, donc là, pas d'événement particulier, si ce n'est on a un peu la frousse de nous enfoncer dans ce lieu. Alors, cela dit, cette ouverture de porte, donc là elle est totalement ouverte, constituait la deuxième action de Robert. Et donc, son tour est terminé. On passe ensuite au tour de Riyad Ajib. Donc le tour de jeu c'est pareil, résoudre vos effets de début de tour. Riyad n'en a pas, hein. L'effet de début de tour concerne uniquement Robert pour l'instant. Résoudre les effets de début de tour des adversaires avec qui vous êtes aux prises, il n'y a personne avec qui on est aux prises. Réorganiser votre équipement, pas d'équipement pour l'instant. Effectuer jusqu'à 2 actions. Donc, première action, eh bien Riyad va avancer dans la première pièce. Donc là, il n'y a rien de spécial. Il rentre. Alors que Robert avait ouvert. Et Riyad rentre avec sa torche là pour illuminer cette pièce et la rendre visitable. On voit qu'au centre, il y a une espèce d'hôtel. Alors, est-ce que ça va être un hôtel vraiment? On va voir. En tout cas, c'était sa première action. Deuxième action, justement. Donc là, je ne ferai pas l'essuie-glace à chaque fois, mais là, je joue le deuxième pion d'action. Deuxième action, et bien Riyad va regarder de plus près de quoi il s'agit. Pour cela, je vais chercher la carte correspondante, comme à chaque fois. C'est ce symbole, ouais. Allez, on regarde. Événement. Dans un angle de la salle, gît un coffre abandonné. Vos équipiers se réjouissent de cette trouvaille, mais vous restez perplexe. Pourquoi le ou les pillards ne l'ont-ils pas profané? Ce dernier doit être inviolable, à moins qu'il n'ait été interrompu.
Vous lancez 2 dés d'investigation pour tenter d'ouvrir le coffre et cocher le journal. Ok, alors on va essayer d'ouvrir le coffre. Comment opère-t-on? Eh bien, lancer les dés d'investigation consiste à utiliser ces dés blancs là. Ce sont ça les dés d'investigation qui comportent des signes différents et une croix. La croix est un échec, c'est-à-dire ne correspond à rien. Les autres signes vont nous permettre de cocher le fameux journal, on va le voir. Alors on y va, je jette ça. Par contre, je vais utiliser la tour. Voilà, on obtient donc un symbole de torche et un symbole de loupe. Ok. Et d'ailleurs, on regarde. Est-ce qu'il y a un autre effet? Si vous obtenez au moins un symbole roux là, prenez la carte avec ce symbole là. Sinon, prenez la carte autre. Nous, on n'a pas obtenu de symbole de roue du tout. On a loupe et torche. On doit cocher le journal. Alors le journal il est où? Le journal d'expédition est là. Alors, cocher le journal, ça revient à ça. Donc on a le feuillet d'exploration. Alors ne tenez pas compte de ça parce que en principe ça ne devrait pas y figurer. C'était lors de ma première campagne que je l'ai collé, mais il était dit que ça pouvait se décoller facilement, mais manifestement ce n'est pas le cas. Donc on ne va pas du tout le regarder. On va faire comme si ça ne figurait pas, ça n'a aucune importance, hein, ça on est dans le tutoriel. Quoi qu'il en soit, là on voit qu'il y a une ligne qui correspond au symbole de torche, donc on va pouvoir cocher cette case-là, et une ligne correspondant au symbole de loupe. Donc pareil, on peut cocher cette ligne-là. Si jamais on parvient à cocher toutes les cases de cette colonne, on empoche directement cet élément-là, qui est en fait une relique ou un artefact qu'on récupérera au moyen d'une carte. Si on parvient à compléter une ligne complète, eh bien on gagnera ce qu'il y a en bout de ligne, et ces gains-là s'effectuent en fin de mission, en fin de partie. Voilà, là je vous ai tout dit sur l'utilisation du journal d'expédition. Donc on va laisser ça comme ça, c'est fait. Là on n'avait pas obtenu la roue, donc on doit prendre la carte avec ce symbole de tête là. Alors je crains que ce soit un truc plutôt négatif, parce que si on avait obtenu cette roue, on aurait réussi à ouvrir quelque chose. Là on va peut-être se prendre un piège ou un truc comme ça, on va voir. Événement. Vous pensiez sincèrement réussir là où un pilleur de tombes a échoué? Vous vous entaillez un doigt en tentant d'ouvrir le coffre. Vos équipiers vous rejoignent, alertés par vos cris suraigus. D'accord. Prenez une égratignure. Ah bah super. Vous appelez à l'aide vos équipiers, déplacez tous les autres explorateurs dans la salle. Ok, donc là, on prend une égratignure. Alors je ne vois pas Riyad crier pour une simple égratignure. Ça m'étonnerait fort. Ça n'a pas l'air d'être son caractère. Quand on voit un peu, c'est quelqu'un d'aguerri. Je pense pas qu'il gémisse comme ça pour la moindre chose. Ça doit pas être quelqu'un de douillet. Encore que ça veut rien dire, hein. On peut être extrêmement aventureux et douillet. Vous appelez à l'aide vos équipiers, déplacez tous les autres dans la salle. Ok. Et donc je défausse cette carte. Robert. Donc l'avantage c'est que ça va nous économiser un déplacement. Voilà qui est fait. Donc ce pion est résolu, je peux le défausser, cet événement est résolu, je peux en défausser la carte. Il n'y a rien d'autre dessus. Voilà. Bon, on n'a pas réussi à ouvrir ce coffre. Tant pis. Alors on voit que nous sommes dans le tutoriel, parce que vraiment là on fait du pas à pas, il ne se passe pas grand chose, on fait une action l'une après l'autre, c'est tranquille. Bien, c'est la fin du tour de Riyad, donc nos deux joueurs ont effectué leur tour, on peut réinitialiser les plateaux, et on entame une nouvelle manche, on peut dire, initiée par Robert une fois de plus. Mais cette fois, attention,
il y a un effet de début de tour. Donc cet effet profanateur nous demande au début de votre tour placer un jeton destin sur cette carte. Donc les jetons destin, eh bien, on les récupère dans la réserve constituée en début de partie. Voilà, et on place un jeton destin ici. Donc attention, il nous est bien spécifié que le destin est très très important et très difficile à manipuler, qu'il ne faut pas trop le forcer, sinon on peut en subir des conséquences catastrophiques. Première action pour Robert, eh bien, ça va être d'ouvrir cette deuxième porte. Donc là, je défausse une action. Comme toujours, il n'y avait pas d'effet d'adversaire, il n'y avait pas besoin de réorganiser les équipements. Donc on passe à la quatrième étape. Et là, Robert ouvre cette porte avec le symbole de Cobra dessus. Voilà. Et là, cette fois, il va se passer quelque chose. Un couloir large et obscur se révèle. Alors que vous tendez votre torche, de multiples reflets d'or et de jade constellent les murs et les plafonds. Mais l'émerveillement est de courte durée, car une odeur âcre vous assaille. Et vous ne tardez pas à en découvrir l'origine. Un corps mutilé, probablement celui d'un pillard, est la proie d'étranges silhouettes métalliques aux allures d'insectes. Quand un œil de la pauvre victime glisse hors de son orbite, vous laissez échapper un cri d'effroi. Les machines se figent avant de vous attaquer. Donc, à ce moment-là, on doit positionner ce qui va constituer les premiers adversaires. Donc là, ça nous donne, donc c'est un scarabée là, qui se place devant nous, et 3 scarabées un petit peu plus loin. On voit que la salle est constituée de 2 cases, et que les ennemis sont répartis entre ces 2 zones-là. Donc on va vraiment poster les ennemis pour respecter le schéma. Donc on a dit 1 à gauche et 3 à droite. Alors, à ce stade, même si Robert a ouvert la porte et qu'il entreaperçoit des ennemis qui ressemblent à des scarabées dorés, eh bien Robert n'est pas encore aux prises avec eux. Pour être aux prises, comme il est indiqué sur notre fiche de personnage, parce que c'est l'une des situations qu'on doit vérifier, eh bien, il faut être sur la case d'un ennemi. Donc là, Robert étant dans une pièce à côté, il n'est pas aux prises. Je revérifie, mais c'est ça. On n'est pas aux prises tant qu'on est sur une case adjacente. Aux prises avec un adversaire, lorsqu'un explorateur se retrouve sur la case d'un adversaire, pour la première fois de l'épisode, il prend immédiatement au hasard une fiche adversaire avec le nom correspondant. Il garde cette fiche face visible devant lui, tant qu'il y a au moins un adversaire avec ce nom sur sa case. On dit qu'il est aux prises avec cet adversaire. Donc il faut bien être sur la case. Là, il n'est pas sur la case. C'était sa première action d'ouverture de porte. Cela dit, scarabée ou pas, Robert veut rentrer. Là, il est trop attiré par ce qui se passe. Et donc, il pénètre sur la case. Et à ce moment-là, effectivement, il va être aux prises avec la créature. Et quand un aventurier est aux prises avec un adversaire, eh bien, on doit on doit piocher une carte parmi toutes les cartes de l'adversaire, donc sur lesquelles figure l'illustration correspondant à notre rencontre. Donc là, il y a 6 cartes scarabées, d'accord ? Et parmi ces 6 cartes, on trouve 5 cartes scarabée mécanique et une carte scarabée mécanique élite. Donc c'est un scarabée qui est plus difficile à vaincre. Ce qu'il est possible de faire si on veut relever encore le niveau de difficulté, c'est de mélanger une carte scarabée élite au tas de cartes avant de piocher, mais en retirant un scarabée de base de manière aléatoire. Moi, ce que je vais faire, parce que je trouve que quand même la difficulté du jeu est quand même déjà bien relevée, et parce que je filme, donc je veux un petit peu lisser la difficulté, je veux me donner un peu plus de latitude pour moins souffrir et puis préserver un petit peu le bon déroulement de la partie, au maximum en tout cas, eh bien je vais mélanger
la carte Scarabée Elite aux 5 cartes et je vais conserver le paquet indemne. C'est-à-dire que j'ai une chance de moins, finalement, de ne pas... une chance de plus de ne pas tomber sur l'élite. Après, si je tombe dessus. Mais j'ai quand même une chance de ne pas tomber dessus. Une chance supplémentaire de ne pas tomber dessus. Ce qui, mine de rien, augmente les chances de 15%, quoi. Donc, c'est pas négligeable. Allez, justement, on pioche. Eh bien, effectivement, j'ai pioché un scarabée mécanique de base. Donc, l'élite, ce ne sera pas pour cette fois. Alors, comme j'aurais pioché cette fiche, eh bien, à chaque fois que je vais rencontrer un scarabée pendant cette aventure, j'utilisais cette fiche, mais pour Robert uniquement, pas pour l'ensemble des aventuriers. Si Riyad est amené à combattre ou à rencontrer des, euh, des scarabées, il devra piocher lui-même une autre carte. Ça veut dire qu'il aura une chance supplémentaire, lui, de tomber sur le scarabée élite. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Euh, donc, là, en ce qui concerne Robert, il est tombé sur un scarabée mécanique. Celui-ci a un point de vie, c'est-à-dire qu'on peut le buter en lui attribuant un dégât. Il a un effet de début de tour qu'on verra. Là, c'est pas le début de tour. Hein, on n'est pas en début de tour de Robert, c'était sa deuxième action. Donc cet effet ne va pas s'appliquer maintenant. Et puis il a des effets si on fouille, si on se déplace ou en combat, qu'on découvrira au tour prochain. Cependant, dans la mesure où Robert a fait un déplacement dans une zone où se tient un adversaire et que celui-ci a un effet déplacement, eh bien il va en subir cette conséquence-là, c'est-à-dire que Robert prend une égratignure par scarabée sur notre carte. Fort heureusement, il n'y a qu'un scarabée. Donc on va le mettre là. Et Robert, du coup, est blessé par ce scarabée, même si c'est très léger. Scarabée qui l'a un petit peu surpris, si on veut, même s'il l'a vu, même s'il l'a aperçu en ouvrant la porte, sa mobilité l'a surpris, visiblement. Voilà, donc là, Robert est vraiment aux prises avec cette bestiole. Et il va falloir s'en accommoder. Ou en tout cas, réagir de manière adaptée. C'est la fin du tour de Robert, il a bien effectué ses deux actions. C'est à Riyad. Donc Riyad, eh bien, il est sur le seuil de la porte, donc lui aussi, il va utiliser un mouvement pour rentrer dans la salle. Par conséquent, eh bien, il se retrouve aux prises, alors il est sur cette case, il se retrouve aux prises avec le scarabée également. On va devoir piocher une carte. Je leur mélange. Ça crée de la tension, ce qui est assez sympa, quoi, parce que on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Allez, je prends celle-ci. Allez, on va voir. Hop. Ah c'est bon, c'est le scarabée élite. Ben voilà, comme ça, on l'aura. On y a droit. Alors, ça signifie que en plus, Riyad aura toujours un scarabée élite face à lui, quoi. Donc ça va être chaud. Il va, je pense, éviter de les combattre en tant que tel, parce que sinon, ça va être plus compliqué. Donc là, l'effet de début de tour ne va pas s'appliquer. En revanche, l'effet de déplacement, lui, va s'appliquer, hein, parce qu'il est venu sur une case occupée par ce scarabée. Donc lui aussi prend une nouvelle égratignure. C'est sa deuxième déjà. C'était sa première action. Deuxième action, elle va combattre le scarabée. Pour combattre, eh bien, un personnage, sauf s'il détient des modificateurs grâce à des équipements glanés pendant l'aventure, eh bien, un aventurier lance 2 dés. Et on applique les résultats. Donc là, les résultats obtenus sont 2 points d'exclamation. Il suffit de vérifier sur la fiche en quoi consistent les points d'exclamation. Alors là, pas de chance parce que c'est un scarabée élite. Et donc, quand il y a un point d'exclamation, éliminez un scarabée et prenez une égratignure. Bon, ça va. Donc là, il prend une égratignure, il est blessé en écrabouillant la bestiole. Ce qui met fin à son tour.
Il n'y a plus d'adversaires sur la case, donc nos aventuriers ne sont plus aux prises avec eux. Par conséquent, on retourne les cartes. Pourquoi on fait ça? Eh bien parce que ça nous empêchera d'appliquer les effets de début de tour des adversaires. Vous allez me dire, ouais, mais il y a des adversaires juste à côté. Oui, c'est vrai, mais elles ne sont pas sur la case de nos aventuriers. Donc pour l'instant, leurs effets de début de tour ne s'appliqueront que lorsqu'on sera aux prises avec eux. Là, pour l'instant, la pièce est vaste. On considère que les aventuriers ne sont pas aux prises avec ces bestioles-là. Donc les cartes sont bien retournées et les effets empêchés. C'était la deuxième action de Riyat. Donc c'est aussi la fin du tour. Donc petit bilan, on voit qu'on a déjà découvert comment fonctionnaient les rencontres et les combats. Riyat est bien blessé, Robert aussi. Alors attention, Riyat a une capacité qui va s'appliquer là. À la fin de votre tour, retirez un jeton égratignure d'un autre explorateur. Donc là, il peut le faire puisqu'ils sont bien sur la même case. Donc il permet à Robert de panser ses plaies. Ce qui va nous arranger parce que Robert va avancer là sur une zone infestée de scarabées et on voit bien que c'est un problème. Cette fois, le tour est totalement terminé. On va enchaîner sans plus attendre avec une nouvelle étape et cette fois, ça va nous emmener soit sur de la fouille, soit sur du combat dans cette zone-là. Allez, nouvelle manche. Dans la mesure où on a vu déjà pas mal de choses, je vais accélérer un peu. Je vais moins détailler maintenant les explications, puisqu'on a compris globalement comment se déroulaient les fouilles, les mouvements et les combats. Il nous restera simplement l'action de soutien à détailler. Tout le reste, c'est bon. Quoi qu'il en soit, c'est à Robert. Alors celui-ci va laisser les fouilles à Riyat, parce que je voudrais éviter que celui-ci soit aux prises avec les différents scarabées, à moins qu'il en fasse une. Mais s'il en fait une, s'il fait une fouille là, il se déplace, il ne peut pas attaquer les scarabées. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Donc ce qu'on va faire, première action, je réinitialise les plateaux, hein, j'enlève les jetons. Mais avant la première action, j'ai failli oublier, on doit appliquer l'effet profanateur. C'est-à-dire qu'on vient mettre un jeton sur la carte. Ensuite, résoudre les effets de début de tour. Ben, c'est fait. Effet de début de tour des adversaires. Il n'y a pas d'adversaire sur notre case. Donc on peut passer à l'organisation de l'équipement et aux actions. Donc, première action, Robert se déplace. Et comme il se déplace, se trouvent des adversaires, et bien il se trouve aux prises avec des scarabées. Et il doit subir une égratignure par scarabée sur sa case. Donc 3 égratignures là d'un coup. C'est un mal nécessaire et je préfère que ce soit lui que Riyad, parce que Riyad pourra le soigner. C'était sa première action. Deuxième action, il va combattre. Donc là encore, on va jeter les dés, on va essayer d'éliminer un maximum de scarabées, sachant que là, il s'agit d'une version de base des scarabées. Oh, d'accord. Alors là, ouais, c'est pas terrible parce qu'on obtient un point d'exclamation. Alors le point d'exclamation, ici, éliminez un scarabée et prenez une égratignure. Donc effectivement, on prend une égratignure, mais on arrive à écrabouiller un de ces insectes. Et il en reste 2. Voilà. Alors il est à noter que leur effet de début de tour ne s'est pas appliqué, puisque en début de tour, il n'était pas aux prises avec Robert. Fin du tour de Robert, c'est à Riyad, justement. Alors, si je le déplace, Riyad va subir une égratignure supplémentaire et donc sera blessé, on verra comment. Je voudrais éviter ça, donc je pense qu'il va... quoique... Voilà, je vais avoir un aventurier de blessé, que ce soit Robert ou Riyad. De toute façon, il y en a un au moins qui sera blessé. Parce que... oui, parce que... ils ont tous les deux pas mal d'égratignures.
Bon, il va explorer. Donc pour explorer, eh bien, il va piocher ce jeton, cette carte-là, avec la tête de serpent. Elle est là. Donc c'est une première action pour Riyad. Il n'avait pas d'effet de début de tour, lui. Et il n'est pas sur une case où se situe un adversaire. Donc voilà. Alors on révèle cette carte et on lit. C'est une trousse de soins, c'est un objet qui vient s'encocher dans la zone de soutien. Défausser un trauma d'un explorateur sur votre case. Défausser ensuite cette carte. Donc ça c'est bien parce que c'est vrai que là, Robert risque d'être blessé à un moment donné, donc il pourra lui soigner un trauma. Alors on verra qu'un trauma, c'est une vraie blessure que conservent les aventuriers d'une partie sur l'autre. Donc c'est vraiment ennuyeux. Il y a assez peu de façons de les soigner. Bon là, c'est une des solutions possibles. Ok. Voilà pour la première action de Riyad. Deuxième action, il explore encore. Il explore et il fait une deuxième fouille en retirant ce jeton et piochant la carte correspondante. Voilà, qui est là. Et cette fois, oh, c'est le fouet. Vous pouvez relancer une fois un dé lors de votre jet de combat. Ouais, j'aurais préféré que ce soit Robert qui ait le fouet. Alors, il pourra le passer, c'est possible, mais pour l'instant, c'est lui qui détient cette première arme. Donc, il peut l'utiliser, bien sûr. Sachant que là, il n'y a pas d'ennemis, ça aurait été utile à Robert. Ouais, j'aurais dû le faire explorer tout à l'heure. Bon, tant pis. On va pouvoir modifier un peu cette composition-là sans problème lors de la troisième étape du tour. Quoi qu'il en soit, c'est la fin du tour de Riyad. On va réinitialiser le tour de jeu. C'est à Robert. L'effet profanateur se matérialise, donc on met un jeton. C'est fait. Ensuite, résoudre les effets de début de tour des adversaires avec qui vous êtes aux prises. Cette fois, Robert est aux prises avec des scarabées, donc l'effet de début de tour s'applique. Placez 2 scarabées sur une autre case où se trouve au moins un autre explorateur. S'il n'y a aucun explorateur sur une autre case, placez 2 scarabées sur votre case. Alors là, nos 2 explorateurs sont sur des cases différentes, donc effectivement, 2 autres scarabées surgissent aux trousses de Riyad. Ouais. C'est chaud. Voilà, déjà, la tension monte nettement et on est que dans le tutoriel. Voilà qui est fait. Alors, on va voir que c'est très très embêtant. C'est vraiment une situation qui est très mauvaise pour Riyad. Heureusement qu'il a le fouet pour le coup. Il n'y a pas d'autre effet de début de tour pour ce scarabée. C'est à Robert Pierce de jouer. Alors, est-ce que je dépenserai une pièce pour m'assurer au moins une réussite lors de ce combat ou pas? Qu'est-ce qui est en jeu là? Ce qui est en jeu, c'est une blessure, mais si jamais je ne réussis pas, de toute façon, je prendrai une blessure. Oui, je vais le faire, je vais vous dire pourquoi. C'est pas pour Robert, c'est pour Riyad. Riyad qui va me rejoindre après. Sachant qu'en plus, lui, il est sur des scarabées élites, donc oui, on a intérêt à faire ça. Donc je vais le faire. Robert va dépenser une pièce, ce qui va nous permettre de manipuler un dé de combat pour le placer sur la case de notre sur la face de notre choix. On va le placer sur la case, sur la face verte, puisque la face verte, c'est éliminer un scarabée. Et puis on lance l'autre dé comme une action normale. On obtient un jeton, une face, point d'exclamation. Donc on élimine un scarabée, on prend des égratignures. Alors, donc les deux résultats sont applicables. On les applique dans l'ordre. Donc la coche verte élimine un scarabée, on élimine un scarabée. Et ensuite on applique le point d'exclamation, donc on élimine un scarabée. Et on prend
une égratignure. Il n'y a plus d'emplacement libre sur l'égratignure, donc c'est la 5e. À ce moment-là, on défausse les 4 égratignures posées sur le plateau. Et à la place, on va piocher un trauma dans ce deck. C'est-à-dire que là, on a une blessure effective subie par Robert. Ce qui va nous permettre de voir comment fonctionnent les blessures. Voilà. Allez, on pioche la première. Pouce cassé. Prenez une égratignure après chaque action de fouille. Voilà. Donc pour m'en souvenir, je vais mettre cette blessure sur la case de la fouille. Et donc on aura une pénalité sur cette action. Deuxième action, alors il a éliminé les deux. Les deux scarabées, ce qui fait qu'il n'est plus aux prises ici, du tout. Il va effectuer une action. Ah bah oui, alors s'il effectue une action de fouille, il est blessé. Pareil pour les portes, c'est une action de fouille aussi. Et s'il se déplace, il va être doublement blessé, mais ce serait peut-être préférable. Donc il va se déplacer. Même s'il est blessé, il pourra combattre les scarabées mieux que Riyad. Du coup, il se retrouve aux prises avec les adversaires. Il subit une égratignure par scarabée. Et voilà. Riyad, quant à lui, j'aurais dû révéler sa carte parce que les scarabées vont agir lors de son tour. C'est la fin du tour de Robert. On passe à Riyad. Ok, donc là, Riyad est tout seul. Non, bah non, il est avec Robert. Alors, je pensais qu'il allait bouger pour s'éloigner, mais en fait, je pense pas. Il va attaquer, tout simplement. Ouais, il va attaquer. Alors, si on regarde bien, là, ce qui est intéressant dans la configuration de la fiche, c'est que le point d'exclamation s'applique avant la coche verte. C'est-à-dire qu'on est blessé avant de pouvoir éliminer les scarabées éventuellement. On voit la petite différence avec le scarabée normaux. Donc là, en tout cas, Riyad va attaquer. Ah non. Non, je dis une bêtise. D'abord, on applique les effets de début de tour. Riyad n'a pas d'effet, quant à lui. D'effet de début de tour des scarabées. Prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Donc, ah oui, c'est pour ça que je voulais bouger, mais ça ne change rien. Donc, un scarabée, il y en a deux. Donc, lui aussi est blessé. On pioche une carte trauma, donc là, je ne remélange pas, bien sûr. Et cette fois, si vous piochez un autre trauma de support, prenez 2 jetons destin au lieu de 1. Oh la vache. Voilà, donc ça, c'est une malédiction. C'est pas vraiment une blessure. Donc espérons qu'on ne pioche pas d'autres traumas de ce type-là. Donc l'effet de début de tour des scarabées est accompli. Organisez vos équipements. Alors oui, j'aimerais bien le faire. Mais est-ce que cela est possible? J'aimerais bien donner le fouet. Ah non, je lui donnerai peut-être au prochain tour, quand il n'y aura plus d'ennemis. Bon, il va conserver le fouet pour l'instant. Je voulais le donner à Robert, mais c'est pas le moment. Donc là, Riyad va combattre. Donc il jette 2 dés, mais il peut en relancer un grâce au fouet. Allez. Voilà. Donc là, on obtient un point d'exclamation qu'on va conserver et une croix. Grâce au fouet, on peut relancer un dé une fois. Donc je relance. Et on obtient un deuxième point d'exclamation. Donc c'est pas terrible. Alors, premier point d'exclamation avec le scarabée élite. Éliminer un scarabée. Je vais les mettre là. Mais prenez une égratignure. Donc, Riyad prend une nouvelle égratignure, une première de la série 4. Donc, ce dé est accompli. Et deuxième est éliminé aussi. Et il prend une deuxième égratignure. Voilà, pour Riyad. Le bon côté, c'est que les scarabées sont éliminés. Alors ça va faire perdre un peu de temps à Robert, mais bon, à la limite, voilà. Là je pense que tactiquement, j'ai pas forcément fait les meilleurs choix, je sais pas, mais enfin, on voit que ça a une importance, c'est vraiment une situation qui est parlante. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on fait face à une aventure pensée et élaborée par Antoine Bauza, il faut s'attendre à ce genre de situation et à la nécessité d'effectuer des calculs.
C'était la première action de Riyad. Il ne va pas faire de deuxième action, il va défausser. Pourquoi? Parce que ça va permettre à sa capacité de s'effectuer au profit de Robert. Et celui-ci soigne une égratignure. Voilà. Fin du tour de Riyad. Fin de la manche, on peut réinitialiser les jetons. Nouveau tour pour Robert. N'oublie pas l'effet de la profanation. Donc c'est déjà le 4e jeton de destin sur la carte. Donc il en reste 11 dans la réserve. Et première action de Robert, eh bien, elle va consister à se déplacer sur l'autre case. Je pense qu'il ne... Ah ouais, alors lui, s'il fouille, il se blesse. Donc il ne va pas fouiller. Alors, est-ce qu'il peut récupérer le fouet? Alors là, il n'est plus à côté de Riyad, donc non. Donc on va laisser comme ça, fin du tour de Robert. Ensuite, c'est à Riyad. Il n'a pas d'effet de début de tour. Il n'y a pas d'adversaire aux prises. Donc première action, il se déplace. Deuxième action. Ouh là là, oui. Alors il fait une action de soutien. Alors oui, c'est pas gênant. La malédiction ne vient pas impacter une action de soutien, mais une deuxième blessure de soutien. Et comme action de soutien, il donne, on peut tout à fait faire ça, il donne l'équipement à Robert. Pourquoi? Parce que Robert étant blessé au niveau du pouce, il va se concentrer sur le combat et Riyad sur la fouille. Donc c'était sa deuxième action. Fin du tour. On enchaîne avec une nouvelle phase, bien sûr, de malédiction. Je mets un jeton sur la carte profanateur. C'est à Robert. Ah bah oui, mais il peut pas. Oh là là, c'est galère ça. Ouais, il ne peut pas. Il a récupéré le fouet, mais il ne va pas pouvoir bouger. Bon, après on a encore un peu de marge au niveau du destin, donc ça va mettre fin au tour de Robert. Je vais laisser les deux. Il va rien faire d'autre. C'est à Riyad. Riyad, lui, en première action, va effectuer une fouille et là, il va ouvrir la porte là, qui est sur le côté, ici. Donc c'est ce symbole là. On va voir ce qui se déroule. Hop, cette carte. Porte. Incroyable. Les hiéroglyphes qui ornent ce porche racontent l'histoire d'une divinité qui vous est parfaitement inconnue. Quel secret allez-vous déterrer? Quelle vérité peut bien se tapir entre ces murs? Un mélange de frissons et d'excitation fait tambouriner votre cœur dans votre poitrine. Vous ouvrez la porte, prudent. Au centre de la pièce, le corps décharné d'un autre pilleur de tombes vous adresse un rictus morbide. Par une triste ironie, ce tombeau est devenu le sien. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas lancé d'investigation. Là, c'est Riyad encore. Il n'y a pas de caractéristique particulière à cet égard, donc tout simplement. Et il n'y avait pas d'effet. C'est 2 torches, voilà, ça ne nous arrange pas ça. 2 torches. 2 torches, ouais. Alors, ça va nous permettre de finir une ligne, je crois. Mais pas d'en commencer une autre, c'est un peu dommage. Ah, c'est ça, on va finir une ligne. Ce qui est bien, c'est que c'est une ligne qui nous rapportera des pièces. Voilà. Et la deuxième, eh bien, on peut rien en faire. Ce que j'aimerais bien, c'est finir ça. Alors pour ça, j'utiliserai peut-être une action de fouille de Robert, s'il a l'occasion d'en faire. Ah, mais non, ça va être compliqué. Et j'aurais manipulé les dés avec sa pièce, justement. Sachant que je vais gagner d'autres pièces, ça pourrait être une option intéressante. Mais là, c'était à Riyad de lancer, donc c'était pas possible. Bon, on fait pas toujours ce qu'on veut. Fin du tour de Riyad, il va soigner, grâce à sa capacité, une blessure de Robert.
Ah non, c'était ça, non, j'ai une bêtise, c'était sa première action. Donc, Robert garde sa blessure et Riyad va enquêter. Donc il fouille au niveau de ce jeton-là, du corps d'un deuxième, d'un autre pilleur de tombe. Donc cette fois, c'est 7 cartes qu'on révèle. Événement. Étendu sur une couche de poussière, vous découvrez le corps décomposé d'un pilleur de tombe. Encore un. Une pointe de lance brisée est logée entre ces deux côtes. Lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Si vous obtenez au moins une loupe, prenez la carte avec le scarabée, sinon prenez la carte avec la croix de vie. Ok. Alors, à nouveau, 2 dés d'investigation pour Riyad. Oh, c'est pas possible. Encore 2 torches. Oh, c'est dingue. Bon, bah tant pis. On a obtenu en 4D, on a obtenu 4 torches. Le truc improbable. Ce qui fait que je ne peux pas cocher du tout le carnet. Donc c'est dommage. Et je n'obtiens pas non plus cette carte, mais celle-ci, puisque je n'ai pas obtenu de loupe. Prenez la carte avec la croix de vie. Je crains le pire, c'est violet. Voilà, celle-là, attention, qu'est-ce qui va se passer? On va se prendre une flèche, nous aussi. Ça, je défausse. Et ouais, voilà, événement. Quand vous tendez la main vers le corps pour l'examiner, 2 scarabées surgissent de ses entrailles, faisant claquer frénétiquement leurs mandibules mécaniques acérées en quelques centimètres de vos doigts. Donc là, il y a un scarabée par case. Ok, un scarabée par case. Ouais, il fallait réussir, et ben on n'a pas réussi. Donc là, il y a un scarabée avec lequel nous sommes aux prises. Donc aussi bien Robert que Riyad sont opposés à cette bestiole. Bon, c'était la fin du tour de Riyad. Donc l'effet de début de tour de l'élite ne s'applique pas. Fin de la manche. On passe à une nouvelle manche. Mais Robert est aux prises. Effet de début de tour. Un jeton de destin et l'effet de début de tour. Ah non. Placez 2 scarabées sur une autre case où se trouve au moins un autre explorateur. Non. Sinon, placez 2 scarabées sur votre case. Oh, le truc horrible. Donc là, il y a 2 autres scarabées qui arrivent. C'est pas bon là. Donc 3 scarabées. Par contre, pas de blessure. Bon, Robert, lui, de toute façon, n'hésite même pas. Première action, le combat. Il combat, donc il lance 2 dés. Allez. Il a le fouet cette fois. Purée, c'est pas possible. Donc on obtient un point d'exclamation et une croix. Grâce au fouet, il relance la croix. Oui, une case, une coche verte. Okay. Donc on applique. Alors là, c'est un scarabée de base, donc la coche verte s'applique en premier. Le scarabée est détruit. Et le point d'exclamation en second. Donc là, c'est une égratignure pour Robert, une deuxième. Et un autre scarabée est détruit. C'est au tour de Riyad. Alors malheureusement, l'effet de début de tour va s'appliquer. Il n'a pas d'effet de début de tour propre à lui, mais les scarabées, oui. Donc il se prend une blessure. Par scarabée, il n'y en a plus qu'un, heureusement. Et ensuite, il va attaquer. Ouais. Mais là, il n'a plus le fouet. En espérant qu'il réussisse. Je vais lancer les dés. Yes. Alors, il obtient ça. Sauf que dans l'ordre, avec l'élite, c'est le point d'exclamation qui s'applique en premier. Donc on élimine bien le scarabée, mais il encaisse une nouvelle blessure. C'est la 4e. Il ne va pas faire de deuxième action. En revanche, il est sur la même case que Robert, donc il lui permet de guérir d'une égratignure avec sa capacité de soin. Voilà. Fin de ce tour. Alors attention, hein, on est en train de perdre du temps. Il reste 3 et 3, 6 et 3, 9 points de destin.
c'est en train de filer très très vite. On est retardé par ces bestioles là. C'est un peu pénible. Nous ne sommes plus aux prises avec ces créatures, donc on peut tourner les cartes. On n'aura pas d'effet de début de tour. Tant qu'on reste là, si on va en arrière, il y aura un effet de début de tour. Là, bon, manifestement, il s'est un peu désintéressé de nous. Donc on va progresser. C'est une nouvelle manche. On réinitialise. Voilà. L'effet profanateur encore, donc on n'a plus que 8 jetons destin dans la réserve. Et c'est à Robert. Ah ouais, mais alors. Ah si, Robert peut pénétrer dans cette salle, mais alors est-ce qu'il va fouiller? Ça voudrait dire prendre une égratignure. Ouais, c'est pas gênant. Hop. Donc, il rentre, première action. Et deuxième action, il fouille. Comme il fouille à cause de son pouce cassé, il prend une égratignure. Et alors, en termes de fouille, lequel il prend? Il fouille le corps, il fouille les jarres. Il va fouiller les jarres. Donc, tête de serpent. Je récupère la carte. Hop. C'est un événement. Une statuette dorée se dresse sur son socle, baignée d'une douce lueur qui vient du haut du plafond. Vous êtes curieux de l'ingénieux procédé que permet cette mise en scène. Sur le plan historique, cet objet a peu de valeur, mais à la revente, c'est une autre histoire. Comment se fait-il que les pillards ne se soient pas emparés? Vous réalisez qu'ils ne sont pas arrivés jusqu'ici. Et vous, qu'allez-vous faire? Si vous prenez la statuette, prenez la carte avec l'oiseau, sinon, replacez cette carte dans la pioche. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai pas trop envie de jouer à ça. J'ai pas envie de me prendre un truc sur la tête, donc on va laisser ça comme ça. Bon, j'ai un peu fouillé pour rien. Mais tant pis. Alors c'était la deuxième action de Robert. Cela dit, c'est à Riyad, il n'est pas aux prises, donc il peut se déplacer pour une action. Et pour une autre action, il va fouiller lui aussi. Mais cette fois, c'est le deuxième jeton qu'il récupère. Donc là, il fouille le corps. C'est la tête de, je sais pas, c'est Osiris ou je sais pas. Je ne sais pas les noms. Voilà. Hop. Oh, c'est un pied de biche. Pied de biche. Lancez un dé supplémentaire lors de votre jet de combat. Oh, c'est énorme ça. Yes. Donc lui, il s'équipe d'une arme aussi. Très utile pour écrabouiller les scarabées. Très bien. Voilà. Voilà. Ils sont tous les deux armés du coup. Je peux retirer le jeton. Et cette pièce est vide. La manche est terminée. Je réinitialise tout ça. Toujours pas d'ennemis en vue. Tant mieux. Alors, Robert va sortir. Bing. Pour se diriger vers la porte, mais il ne va pas à l'ouvrir. Il attend Riyad. Ça, c'était la première action. Deuxième action, elle est faite aussi. Ah, j'ai oublié le début de tour. Donc là, il y avait un jeton destin que je mets sur sa carte profanateur. Ouais, ça va très très vite là. J'espère que on va arriver au bout de la mission rapidement. Ensuite, c'est à Riyad. Première action. Il n'y a pas d'effet de début de tour, il se déplace. Deuxième action. Il fouille pour ouvrir la porte. Hop. Clac. Ça y est, on ouvre une nouvelle porte. Cette porte est bloquée, son fronton arbore un hiéroglyphe qui vous est étranger, ce qui ne manque pas de piquer votre curiosité. Comment allez-vous l'ouvrir? Si un explorateur sur cette carte possède le pied de biche, il le défausse et vous prenez la carte de porte avec le scarabée. Et oui, bah c'est Riyad qui a le pied de biche. Bon, il n'aurait pas gardé longtemps du coup. Il faut le défausser. Donc, je défausse le pied de biche de Riyad, ce qui nous permet de forcer cette porte. Sinon replacer, non, si on va forcer. Non. Donc hop, là. Il défausse et vous prenez la carte, on la prend directement. C'est pas le jeton qu'on doit placer. Donc on prend cette carte là, évidemment.
La porte s'ouvre lentement en un grincement grave et majestueux. Vos yeux s'illuminent quand vous découvrez au centre de la pièce un piédestal sur lequel trône une magistrale statue décapitée. Enfin, que va-t-il se passer quand vous remettrez à sa place la tête que vous avez trouvée au début de cette aventure? Soudain, une horrible angoisse court le long de votre échine. Dans la pénombre, les abominables cliquetis métalliques viennent de reprendre. Donc là, je dois poser trois scarabées. 3 scarabées de nouveau. Alors là, c'est tout là-bas. Ok. Ça, c'était l'action de Riyad. On a fait nos actions respectives. Ok, fin de la manche. Bon, de toute façon, Robert va rentrer le premier, c'est sûr. Alors, par contre, il va être blessé. Ah non, c'était la fin du tour de Riyad, donc celui-ci permet à Robert de se soigner de 1. Ça nous arrange dans le cas présent. On va réinitialiser la manche. Ensuite, début de tour, nouveau jeton destin sur la carte. Il en reste 2, 3, 4, 5, 6. Moi, ce que je vais faire, je vais aller directement je vais pas replacer, on va fouiller. Tant pis si Robert se blesse. Ah oui, mais alors avec 3, ah non, pas tant pis. Ah non, pas tant pis. Par contre, est-ce que c'est la chose à faire? Ouais, parce que là, je pourrais, en première action, donner la tête à Riyad. Sachant que lui a une trousse de soins. Ah oui, non, alors ça va pas mon truc. Bon, je crois que je vais attendre un peu, on va faire autre chose. Oui, on va faire autrement. Robert, qu'est-ce qu'il a fait là? J'étais sûr de moi, mais j'ai envie de procéder autrement. Donc Robert ne va rien faire en fait. Il va passer son tour, on va dépenser ces deux jetons. J'avais placé le jeton destin, c'est bon. Ensuite, Stariat, Riyad va dépenser une action pour soigner Robert en utilisant la trousse de soins. Voilà, donc je la défausse. Et du coup, il soigne le pouce de Robert qui est cassé. Donc quand on soigne, on défausse la carte trauma tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était la première action de Riyad. Deuxième action. Il est comment lui? Non, il va rien faire, il va rester là pour permettre à Robert de se soigner. Enfin, de guérir une égratignure. Voilà. C'est la fin de la manche. On n'est toujours pas entré du tout. Et on n'est toujours pas aux prises avec les scarabées qui sont présents dans la salle. Mais ça m'a permis de libérer Robert de ses égratignures et de son trauma. Et du coup, il va pouvoir rentrer pour remettre la tête brisée sur la statue. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, nouveau tour. Évidemment, je dépense un des derniers jetons de destin. Il en reste plus que 5. C'est un peu flippant cet aspect-là. Il y a 3 adversaires. On n'est toujours pas aux prises. Donc j'ai dépensé le jeton destin. Première action de Robert, il rentre. Comme il rentre, il va être aux prises avec les scarabées. On révèle. Mais le tour est déjà entamé, donc il n'y a pas d'effet de début de tour. Robert est rentré. Par contre, il prend une égratignure par scarabée sur sa case. Donc c'est 3 égratignures d'un coup. 1, 2, 3. C'était sa première action. Deuxième action. Alors, c'est une action de soutien, donc il n'y a pas d'effet lié à une action de soutien quand les scarabées sont présents. Alors, est-ce que j'ai le droit de la faire? Il faut que je vérifie. Non, il n'y a pas d'interdiction sur la fiche. Sinon, il aurait pu y avoir une interdiction d'action de support
Mais ce n'est pas le cas, donc Robert peut courir vers la statue et la coiffer de la tête qu'il détient. C'est sa deuxième action. Donc c'est ce qu'il fait. Je pense que c'est ce qu'il faut faire là en fait. Hein. Donc il fait une action de fouille, mais n'étant plus blessé, il est tranquille. Donc il fait une action de fouille. On va récupérer cette carte. Hop, et on va voir ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Événement. Baigné par un rayon de lumière filtrant du plafond, une statue décapitée trône au centre de la pièce. Il ne fait aucun doute qu'elle correspond à la tête que vous avez trouvée à l'entrée. Si un explorateur, dans votre cas, cela peut être vous, possède la tête brisée, prenez la carte avec l'œil. Sinon, replacez cette carte dans la pioche. Effectivement, Robert a la tête brisée, donc il la replace sur cette statue. Et donc on récupère cette carte. Ok, alors je vais laisser la statue là dans la salle. Voilà. Alors, on est entouré des scorpions, mais bon, tant pis. De toute façon, je pense que ça va le faire. Alors c'était quelle carte? Avec l'œil. Voilà, celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Événement. Les scarabées d'or sont de plus en plus nombreux à jaillir de la moindre brèche dans le sol, les murs et les plafonds, faisant claquer leurs mortelles mandibules en un tonnerre de bruit mécanique. Vous les sentez déjà s'insinuer sous vos vêtements pour vous dévorer vivants. Mais non, vous ne mourrez pas ici. Dans un ultime effort, vous montez sur le piédestal pour remettre la tête de la statue à sa place. Alors les insectes tueurs reculent au fond de la salle pour disparaître jusqu'au dernier, dans les anfractuosités. Retirez tous les scarabées du jeu et lancez 2 dés d'investigation et cochez le journal. Eh bien, on a neutralisé la malédiction. Donc tous les scarabées sont sortis, y compris celui qui est là. Ça nous arrange bien. Lancer 2 dés d'investigation. C'est la première fois que Robert va lancer des dés d'investigation. Et il a son chapeau. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Alors, il a son chapeau et il obtient une roue. Et comme il obtient une roue, donc un seul symbole, il va pouvoir utiliser son chapeau. Si vous cochez exactement une case du journal à la suite d'un lancer de dés d'investigation, cochez une autre case avec le même symbole. Ça, on va pouvoir le faire. Ici, une roue. Ouais, mais ça ne va pas trop nous servir. J'aurais dû utiliser une pièce. J'ai pas pensé. Donc là, tac et tac. Mais ça ne servira pas parce qu'il y avait 3 cases. J'ai pas bien géré du tout ça. J'aurais dû jouer ma deuxième pièce pour gagner un livre. Après, je pouvais pas le savoir. Je pouvais pas savoir ce qui allait tomber, donc pas de regret. Donc voilà, mais on a appliqué le chapeau toujours. Défausser les cartes, donc la tête n'est plus avec nous. Et l'autre, c'est quoi? Je crois que j'ai déjà défaussé. Et la main, c'était quoi la main? La main, donc ça c'était la tête. Et ça, je sais plus ce que c'est ça. Si je sais. C'est la carte profanateur. Je pense. Yes. Et comme on défausse cette carte, eh bien on défausse tous les jetons stockés dessus. Ok, donc c'est bien ça. Je défausse aussi. Tous les jetons là sont défaussés. Ensuite, lisez l'épilogue favorable dans les archives du campement. Yes. Et voilà, c'est la fin de notre aventure. Donc on va lire l'épilogue et voir un petit peu ce qui se passe au campement. Donc épilogue favorable, c'est celui que j'avais collé précédemment. J'avais déjà réussi cette mission il y a longtemps. L'avantage, c'est que je ne m'en souvenais pas vraiment. Je sais que ça, c'était un truc intéressant. J'avais dû le récupérer la fois précédente, mais bon, là, non. Alors, la découverte de ce temple est historique, et ses créatures mécaniques sont la preuve, bien vivante, que vous n'êtes pas fou. En effet, ces prodigieuses inventions confirment votre théorie selon laquelle cette région reculée de l'Égypte devait autrefois abriter le socle d'une civilisation qui disposait d'une technologie bien plus avancée qu'on ne le pensait. Alors que des milliers d'astres scintillent dans le ciel d'encre, en proie à une excitation fiévreuse, vous peinez à trouver le sommeil. Prenez les bonus liés aux coches de votre journal et débloquez l'amélioration 0,1. Alors on va prendre
les bonus. Donc on prend 2 pièces en fait, tout simplement. Et ça, on les met dans notre malle de campement qui est là. Ouais, on n'a que ça, pas de points d'XP, rien d'autre. Et vous débloquez l'amélioration C01. Alors là, l'amélioration C01 de campement, c'est ça. Voilà notre campement. À chaque fois, on peut améliorer. Donc là encore, je l'avais récupéré la dernière fois. Lors de chaque retour au campement, vous pouvez utiliser une fois chacun des effets ci-dessous. Mais sauf que là, je n'avais aucun effet. Hein. On considère qu'il n'y avait rien comme sur ces cases-là. Donc je récupère cette amélioration, mais pour ça, il faut que je l'achète. Donc je dépense une pièce de ce que je viens de gagner, de mes gains, pour venir ajouter à mon campement cette tente, qui est le quartier général. Au début de chaque épisode, le premier joueur lance un dé d'investigation et coche le journal. En fait, ça nous permet d'améliorer un petit peu la tendance de l'investigation sur la prochaine mission. C'est tout. Voilà. Ensuite, alors l'avantage, puisqu'on est sur la fin de cette première mission, on va juste regarder en quoi consiste le retour au campement. Donc on ouvre les archives, c'est fait. Bonus lié au coche, ça on a vu. Installation des améliorations, donc c'est ce qu'on vient de voir avec la tente. Le Phileas vous permet d'accéder aux cartes expérience de niveau 1 et 2. Le Phileas, il est où celui-là? On l'a? On l'a pas encore. Ah oui, on accède aux cartes expérience de niveau 1 et 2. Alors les cartes expérience, ce sont les cartes compétences de nos personnages qu'on peut acheter pour des points d'XP. Bon là, on n'a pas gagné de points d'XP, mais ça veut dire aussi qu'on débloque ces cartes qu'on met dans notre mallette. Ok, très bien. Et enfin, comme nous sommes à l'issue d'une mission et que nous avons réussi, on va placer toutes les cartes possédées par les explorateurs objets et traumas dans leur sac à dos respectif. On va défausser tous les jetons d'égratignure qui se trouvent sur la fiche des personnages. Donc là, on va considérer que toutes nos petites plaies sont guéries. Par contre, les traumas sont conservés. Donc nous, heureusement, on a viré le trauma du pouce cassé de Robert. Par contre, en ce qui concerne Riyad, il conserve cette malédiction. Ça, c'est pas de bol. Mais voilà. Et tout ça va aller dans son sac à dos, ce qu'on pourra utiliser la prochaine fois. C'est tout, ça c'est rangé. Et bien là, cette fois, on a fini. Alors, ce qui est bien, c'est que Robert, lui, conserve le fouet. Il n'est pas dit de le défausser aussi. Il a une pièce, le fouet, son chapeau. Donc, on a commencé à équiper notre perso. Bon, malheureusement, on ne peut pas récupérer une nouvelle compétence, mais ce sera pour le prochain coup. Et bien voilà, c'est fini. On va déjà procéder à une petite conclusion avant de se quitter. Il se tient ses promesses. Hein. On est rapidement confronté à de l'adversité, à de la découverte, à des surprises. Ça, c'était évident en pénétrant dans ces lieux qui s'apparentent à des donjons ou à des pyramides ou à des tombeaux égyptiens, c'était sûr. Évidemment, Antoine Boza marque l'aventure par un niveau de difficulté réel. Alors bon, je ne suis pas un grand stratège, hein, évidemment, et puis je n'ai pas beaucoup d'expérience sur ce jeu, puisque il y a quelques années, j'avais fait 2 missions, le tuto et la mission 05. Et donc là, je reprends voilà, à blanc, quoi, on va dire quasiment. Donc il va falloir s'aguerrir petit peu par petit peu, acquérir de l'expérience, et puis petit à petit, j'espère que notre façon de procéder va s'améliorer. Parce que si on est aussi simplet que ça, on ne va pas aller loin dans la mission, je le sens. Parce que là, on a vu qu'on est juste dans le tutoriel et on a déjà Riyad qui est pas blessé mais maudit. Et on n'est pas passé loin de la correctionnelle pour Robert. Donc il va falloir vraiment s'employer à gérer le destin et les futures actions pour optimiser et éviter surtout de faire de mauvais choix, parce qu'on voit que les conséquences peuvent être terribles. Et encore, on n'a pas effleuré la question du destin, tant mieux, mais on verra que les occasions ne vont pas manquer et que ça peut vite dégénérer. On se retrouvera pour un prochain épisode sur quelque chose qu'on a déjà vu sur la chaîne, puisqu'on reprendra la mission Le Joyau du Culte,
Alors voilà, je vais la conduire parce que c'est le chapitre 05 et j'ai envie de mener la campagne vraiment d'un bout à l'autre. Mais bon, sachez-le, hein, j'ai déjà effectué cette mission. Maintenant, j'avais fait beaucoup d'erreurs, donc là, j'essaierai de vous proposer quelque chose qui soit fluide et propre. En attendant de nous retrouver la prochaine fois, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Salut!